Mon mari allait à des rendez-vous avec sa maîtresse toutes les nuits mais il m'interrogeait toujours, « Pour qui te fais-tu belle ?» À minuit, il est rentré et a trouvé la moitié de mon placard vide. Sur la table il y avait un mot. Il l'a lu et a pâli. Mon mari allait à des rendez-vous avec sa maîtresse toutes les nuits. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui était interrogée. Pour qui te fais-tu belle? Pourquoi souris-tu à ton téléphone? Tu crois que je ne remarque pas quand tu commences à agir différemment? À minuit, il est rentré. Sentant le whisky cher et le parfum d'une autre femme, et a trouvé la moitié de mon placard vide. Sur la table de la salle à manger, il y avait une simple note pliée. Il a lu le premier paragraphe une fois, puis une autre fois, et pour la première fois en 14 ans de mariage, Ethan Cole a eu l'air effrayé. Il y a une sorte de solitude particulière qui n'existe qu'au sein d'un mariage. Le genre où une autre personne dort à côté de vous toutes les nuits, mais réussit quand même à vous faire sentir invisible dans votre propre maison. Pendant des années, je me suis convaincu que cette solitude était temporaire. Que tous les mariages traversaient des saisons froides, que les hommes sous pression devenaient parfois distants. Ethan travaillait de longues heures dans une société immobilière commerciale du centre-ville de Chicago, et la version de lui que le monde extérieur voyait était polie, éloquente, généreuse en poignée de main et en pourboire au restaurant. Il se souvenait des anniversaires, envoyait des fleurs de sympathie lorsque des collègues perdaient des proches, faisait des dons à des événements de golf caritatifs, et savait exactement à quel point rire fort lors de dîners d'affaires. Les gens l'aimaient. C'était la partie dangereuse. Les hommes, comme Ethan, ne semblent jamais cruels de loin. Ils ont l'air de réussir. Nous vivions à Nipville, dans l'un de ces quartiers résidentiels calmes, bordés de haies taillées, de paniers de basket et de VUS garés dans des allées propres. Les soirs d'automne, les voisins promenaient des Golden Retrievers tandis que les enfants faisaient du vélo sous les réverbères. Et de l'extérieur, notre famille s'intégrait parfaitement au tableau. Nous avions une belle maison, une fille de 10 ans nommée Sophie, des pyjamas de Noël assortis chaque décembre, et des photos de vacances encadrées accrochées au-dessus de la cheminée. Mais les photographies sont expertes en mensonges. La vérité était bien plus silencieuse. Elle vivait dans la façon dont Ethan me regardait à peine, à moins qu'il ne critique quelque chose. La façon dont sa voix s'aiguisait quand j'achetais une nouvelle robe. La façon dont il disparaissait nonchalamment tous les jeudis soirs et revenait sentant un parfum qui n'était pas le mien. Au début, j'ai essayé de nous sauver. Mon Dieu, j'ai essayé. Je préparais ses plats préférés même quand il les ignorait. Je restais éveillé à l'attendre bien après minuit, car je pensais que même les hommes épuisés avaient besoin de quelqu'un qui les attendait à la maison. J'ai suggéré une thérapie, avec prudence, doucement, comme on approche des animaux blessés. Ethan a ri. Nous ne sommes pas de ces couples-là. Puis il a ajouté quelque chose de pire. Tu es juste émotif ces derniers temps. Cette phrase est devenue son arme favorite. Tu es émotive. Tu te prends trop la tête. Tu imagines des choses. Finalement, on commence à remettre en question ses propres instincts. C'est ainsi que le gaslighting fonctionne. Il n'arrive pas en hurlant. Il arrive lentement, jusqu'à ce que votre confiance s'érode si progressivement que vous le remarquez à peine. J'ai remarqué l'affaire 6 mois avant de me l'admettre. Son nom était Vanessa Harper. 28 ans, des pommettes saillantes, des cheveux blonds si parfaitement entretenus qu'ils semblaient chers même sous un éclairage fluorescent. Elle travaillait au bureau d'Ethan, gérant les comptes d'entreprise. Et selon Ethan, elle n'était qu'une collègue. Une collègue qui lui envoyait des SMS après minuit. Une collègue qui apparaissait d'une manière ou d'une autre en arrière-plan de ses photos de dîner d'affaires. Une collègue qui portait le même parfum qui traînait sur les chemises de mon mari. La première fois que je l'ai confronté, Ethan n'a pas
Paniqué. Il a eu l'air ennuyé. Ça m'a fait plus mal. Tu penses sérieusement que je risquerais notre famille pour une fille du bureau? A-t-il demandé, jetant ses clés de voiture sur le comptoir de la cuisine. Claire, allons. Puis il a étudié mon visage attentivement et a souri comme sourient les avocats avant de détruire un témoin. Honnêtement, si seulement tu passais moins de temps à m'espionner et plus de temps à prendre soin de toi. Il a laissé la phrase en suspens. Il savait exactement ce qu'il faisait. À ce moment-là, j'avais passé près de 11 ans à prioriser tout le monde sauf moi-même. Après la naissance de Sophie, j'ai quitté mon poste de marketing parce que la carrière d'Ethan accélérait et que les frais de garde d'enfants étaient exorbitants. L'arrangement avait un sens financier. Du moins, c'est ce que nous disions. Je m'occupais des sorties d'école, des rendez-vous chez le dentiste, des courses, des projets de foires scientifiques, de la lessive, de la planification des repas, des fêtes d'anniversaire, des réunions de professeurs. Et de tout le travail invisible qui maintient une famille en marche. Ethan appelait ça ne pas travailler. Avec le temps, j'ai cessé de me reconnaître. Mon monde est devenu synonyme d'horaire, de course et d'épuisement. Pendant ce temps, Ethan devenait plus prospère, plus confiant. Plus convaincu que toute la structure de notre vie existait grâce à lui seul. Et, étrangement, plus il se sentait coupable, plus il se montrait méfiant envers moi. Si je me maquillais pour un dîner entre amis, il le remarquait. Si j'achetais de nouveaux talons, il le questionnait. Si mon téléphone vibrait, ses yeux se levaient immédiatement. Une nuit, alors que je boutonnais mon manteau avant de rencontrer une vieille amie d'université pour un café, j'ai surpris Ethan me fixant depuis l'îlot de cuisine. « Pour qui te fais-tu belle » a-t-il demandé. Nonchalamment. J'ai ri au début parce que l'hypocrisie était presque incroyable. Mais Ethan n'a pas ri. Il a croisé les bras. Pour Mélissa, ai-je répondu platement. À moins que tu ne penses que ton ancien ami comptable est secrètement devenu un homme de 1,80 m. Son expression s'est assombrie. Tu agis bizarrement ces derniers temps. Encore une fois. Projection déguisée en accusation. Je me souviens l'avoir regardé très attentivement cette nuit-là. Le regarder vraiment et réaliser quelque chose de troublant. Ethan ne me considérait plus comme un être humain avec des sentiments. J'étais une infrastructure, un soutien émotionnel, une main-d'œuvre domestique, une gestionnaire de réputation, une épouse stable à la maison qui lui rendait la vie plus facile pendant qu'il cherchait l'excitation ailleurs. Et parce qu'il me voyait faible, il supposait que je tolérerais tout. Cette illusion s'est brisée un mardi pluvieux d'octobre. Ethan pensait que je dormais à l'étage quand il a pris un appel téléphonique sur la terrasse arrière. Je ne suis descendu que parce que Sophie avait oublié son classeur de maths dans la cuisine. Et alors que j'approchais de la porte coulissante en verre, je l'ai entendu rire. Doucement au téléphone. Pas le rire poli qu'il utilisait avec les clients. Un vrai rire, chaleureux, intime. Puis est venue la phrase qui a tout changé. Elle ne partira jamais, a-t-il dit à Vanessa. Claire est trop dépendante de moi. Honnêtement, elle ne saurait pas par où commencer. J'ai arrêté de marcher. La pluie tapotait doucement contre la vitre pendant que mon mari riait doucement. De toute mon existence. Elle pense encore que ce mariage peut être réparé. A-t-il ajouté. Quelque chose en moi est resté immobile, pas brisé, mais immobile. Ce fut le moment où j'ai enfin compris la vérité. Ethan ne m'aimait pas. Mais pire que cela, il avait cessé de me respecter il y a longtemps. Et une fois que le respect disparaît d'un mariage, la cruauté s'installe. Confortablement. Je suis monté à l'étage, j'ai lentement glissé le classeur de Sophie dans son sac à dos, j'ai embrassé son front pendant qu'elle dormait, et je suis resté seul dans le couloir après, écoutant le son de ma propre respiration.
Puis je suis entré dans notre chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce dans le comté de DuPage. Pas parce que j'étais impulsive, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'étais éveillé. Le plus étrange quand on abandonne enfin quelqu'un, c'est le sentiment de paix que cela procure au début. Pas du bonheur, pas du soulagement, juste du calme. Pendant des années, mon esprit avait vécu dans une tempête constante, analysant les humeurs d'Ethan, prédisant ses réactions, répétant des conversations avant qu'elles n'aient lieu, me blâmant pour des tensions que je n'avais pas créées. Mais une fois que j'ai accepté que mon mariage était déjà mort, le bruit dans ma tête a commencé à s'estomper, j'ai cessé d'essayer de réparer des choses qui étaient destinées à me briser. Et Ethan a immédiatement remarqué le changement. Les hommes comme mon mari sont experts pour détecter les changements de gravité émotionnelle. Dès qu'une femme cesse de graviter autour d'eux, ils le sentent. Au début, il a pris mon calme pour de la soumission. C'était utile. J'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce, Linda Carvey, à Oak Brook. 3 jours après avoir entendu l'appel téléphonique d'Ethan. Elle avait le début de la soixantaine, élégante sans effort, avec des cheveux argentés coupés en un carré net et le genre de voix qui faisait cesser les gens d'interrompre. Son bureau donnait sur un parking souterrain, pas vraiment glamour, mais la femme elle-même rayonnait de confiance. Elle écouta sans réagir de manière dramatique pendant que j'expliquais l'affaire, les finances, les années de manipulation. Puis elle joignit les mains. Claire, dit-elle prudemment, avant de faire quoi que ce soit d'émotionnel, tu as besoin d'informations. Cette phrase est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. Des informations, pas des fantasmes de vengeance, pas des éclats de voix, pas une exposition sur les réseaux sociaux. Des faits. Linda expliqua que les tribunaux de l'Illinois s'intéressaient aux preuves, à la transparence financière, à la stabilité parentale, pas au chagrin. Si Ethan avait caché de l'argent ou utilisé à mauvais escient des biens matrimoniaux pour une liaison, la documentation était importante. Alors, j'ai commencé à faire attention, une vraie attention. Et une fois que je l'ai fait, les fissures dans la vie soigneusement construite d'Ethan sont devenues impossibles à ignorer. Il dépensait bien plus que ce qu'il prétendait. Il y avait des frais de restaurant dans le centre-ville de Chicago presque tous les soirs, des paiements d'hôtels de luxe déguisés en divertissement pour clients, des achats de bijoux coûteux qui n'entraient jamais dans notre maison, et des retraits mensuels d'un compte que je ne reconnaissais pas. Ethan était devenu négligent parce que l'arrogance rend les gens imprudents. Plus il se sentait en sécurité, moins il mentait avec précaution. Pendant ce temps, je me reconstruisais discrètement. Chaque matin, après que Sophie soit partie à l'école, je me rendais dans une petite salle de sport à 15 minutes de chez moi où personne ne me connaissait. Au début, je pouvais à peine survivre 30 minutes sur le tapis roulant, car des années de stress m'avaient vidé. Physiquement autant qu'émotionnellement. Mais semaine après semaine, mon corps a commencé à se réveiller de nouveau. J'ai commencé à mieux dormir. Puis j'ai commencé à penser plus clairement. Après la salle de sport, je mettais à jour mon CV en étant assise dans des cafés avec des écouteurs, réapprenant des plateformes logicielles qui avaient évolué pendant mes années loin du monde du travail. Le marketing avait radicalement changé. Depuis mon départ, mais pas assez pour effacer tout ce que je savais. Je suivais des cours de certification en ligne le soir, après que Sophie soit couchée, parfois jusqu'à 1h du matin, pendant qu'Ethan envoyait des SMS à Vanessa en bas, prétendant répondre à des emails professionnels. L'ironie m'amusait presque. Pendant qu'il investissait dans son aventure, j'investissais dans mon évasion. En 2 mois, j'ai décroché un travail indépendant à distance, aidant de petites entreprises à gérer des campagnes de publicité numérique. L'argent était modeste au début, mais l'effet psychologique était énorme. Chaque dépôt direct sur mon compte courant privé était comme l'oxygène qui revenait dans mes poumons.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais piégé financièrement avant de recommencer à gagner de l'argent. Ethan a remarqué mon indépendance croissante avant d'en comprendre l'origine. Tu sors beaucoup, a-t-il fait remarquer un soir, en regardant son téléphone. Pendant le dîner. Je vais à la salle de sport. Tous les jours? J'ai haussé les épaules légèrement. Presque. Ses yeux se sont plissés. Encore une fois, la suspicion fleurissait chez le coupable. Ironiquement, mieux je me portais, plus Ethan devenait paranoïaque. Il avait passé des années à se convaincre que j'étais trop brisée, trop dépendante, trop peu sûre de moi pour partir. Mais la confiance change l'atmosphère autour d'une personne. Même le silence est différent quand il ne vient plus de la peur. Un vendredi soir, je suis descendu. Vêtu d'un jean foncé, de bottes et d'un pull crème ajusté, car Mélissa m'avait invité à un bar à vin en ville. Ethan a levé les yeux du canapé immédiatement. C'est ce que tu portes. Je l'ai regardé calmement. Oui, pour une soirée. Entre filles. J'ai presque souri. L'homme qui passait régulièrement ses soirées à coucher avec une autre femme voulait maintenant des explications sur des pulls. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, Ethan? Sa mâchoire s'est serrée parce que les manipulateurs détestent les questions directes. Rien, a-t-il marmonné. Mais plus tard ce soir-là, après être rentré à la maison, je l'ai surpris en train de vérifier le kilométrage de ma voiture dans le garage. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de profondément pathétique chez mon mari, le fait de me tromper ne l'avait pas fait se sentir puissant. Cela l'avait terrifié. Parce que quelque part sous son ego, Ethan connaissait une vérité brutale. Si jamais je le traitais comme il me traitait, il s'effondrerait. Et lentement, magnifiquement, il commença à s'effondrer. Quoi qu'il en soit. Plus je devenais émotionnellement distante, plus il agissait de manière imprudente et contrôlante. Il commença à poser des questions innocentes à Sophie. Maman est-elle allée quelque part aujourd'hui? Qui a appelé maman? Tout à l'heure? Envoyait-elle des messages à quelqu'un pendant le dîner? L'entendre impliquer notre fille dans sa paranoïa me remplit d'un dégoût froid que je ne peux décrire entièrement. La même semaine, j'ai appris autre chose. Vanessa n'était pas amoureuse d'Ethan. Loin de là. Je l'ai découvert accidentellement en examinant des relevés de cartes de crédit avec Linda. Dissimulés parmi les frais d'hôtel et les dîners de luxe. Il y avait des paiements récurrents pour un loyer d'appartement en centre-ville. Des sacs à main de créateurs et un SUV BMW blanc qu'Ethan avait clairement financé pour quelqu'un d'autre. Vanessa était chère et Ethan, désespéré de se sentir jeune, admiré, important, payait avec joie. Linda se pencha en arrière sur sa chaise après avoir examiné les documents. Il dépense de l'argent plus vite qu'il ne le réalise. Ce n'était pas tout. Ethan avait également accumulé une dette de carte de crédit. Importante, bien qu'il la cachât soigneusement en transférant les soldes entre les comptes. Maintenir l'illusion de la richesse était devenu une partie de son identité. Dîner chic, montre, week-end golf, service de bouteilles avec des clients. L'aventure elle-même n'était qu'une autre performance qu'il ne pouvait pas se permettre. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de voir Ethan comme intimidant. Je l'ai vu comme fragile. Cette réalisation a complètement changé la température émotionnelle, car la vengeance née de la douleur est compliquée. Mais la vengeance née de la clarté. Cela devient une stratégie. Au cours des mois suivants, j'ai tout rassemblé discrètement. Relevé bancaire, capture d'écran, reçu de voyage, relevé téléphonique, email transféré vers un stockage privé. Chaque pièce à conviction était soigneusement organisée dans des dossiers cryptés que Linda m'avait demandé de maintenir. Je n'ai jamais crié, jamais confronté Vanessa, jamais brisé de vaisselle ni posté de citations énigmatiques en ligne comme on s'attend à ce que fassent les épouses trahies.
Au lieu de cela, j'ai souri plus souvent. Cela dérangeait Ethan. Bien plus que la colère n'aurait pu le faire. Une nuit, il m'a coincé dans la cuisine après minuit, son expression tendue par le whisky et l'insécurité. Tu agis vraiment bizarrement ces derniers temps. J'ai continué à charger le lave-vaisselle calmement. Peut-être que je suis juste fatigué. Fatigué de quoi? De toi. Le mot flottait silencieusement dans ma poitrine, mais j'ai simplement fermé la porte du lave-vaisselle. Fatigué de me disputer. Ethan m'a étudié pendant plusieurs longues secondes comme s'il essayait de résoudre une équation qui n'avait soudainement plus de sens. Puis il a posé la question qui m'a presque fait rire. Tu ne vois personne, n'est-ce pas? J'ai regardé directement dans ses yeux. Non, ai-je dit. Honnêtement, mais l'un de nous deux, oui, clairement. Son visage s'est durci. Instantanément. Et pour la première fois depuis des années, Ethan a eu l'air nerveux. Cette nuit-là, après qu'il soit finalement monté à l'étage, je me suis assise seule à la table de la cuisine, sous les douces lumières jaunes du lustre, et j'ai ouvert un email de Linda. L'objet était « Stratégie préliminaire de divorce ». En bas, une dernière phrase. Si c'est géré correctement, il ne verra jamais cela venir. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, écoutant le réfrigérateur bourdonner doucement dans le silence de la maison qu'Ethan croyait contrôler. Puis j'ai chuchoté 4 mots tranquilles à moi-même, bien qu'il se noie. Lorsque l'hiver est arrivé à Chicago, mon mariage était devenu un théâtre. Pas une relation, pas même un partenariat. Une performance maintenue par des routines, des horaires scolaires et l'instinct tenace des gens à éviter. L'embarras public. Ethan m'embrassait toujours la joue devant les voisins. Nous avons toujours assisté ensemble aux événements scolaires de Sophie. Nous avons toujours posé pour des photos de Noël en pull coordonné, debout sous des sapins de Noël professionnellement éclairés au centre-ville. Et chaque image semblait convaincante. C'était la partie effrayante. À quel point la misère peut facilement se déguiser en normalité. Le dénouement final a commencé un jeudi. Soir de février. Assez froid pour que les trottoirs scintillent de vieille glace et que l'air fasse mal aux poumons quand on respirait trop profondément. Ethan est descendu. Vers 18h, vêtu d'un manteau gris anthracite et de la montre chère qu'il n'utilisait que pour impressionner les gens. Dîner d'affaires, a-t-il annoncé en ajustant ses boutons de manchette. J'ai levé les yeux du cahier de devoirs de Sophie, sur l'îlot de cuisine. MHM. C'était tout. Pas de questions, pas de suspicion, aucune réaction émotionnelle. Mon indifférence le perturbait plus que les accusations n'aurait pu le faire. Tu ne te soucies pas d'où je vais, a-t-il demandé. La question m'a presque fasciné psychologiquement. Un homme infidèle voulait toujours une preuve émotionnelle qu'il comptait. J'ai tendu à Sophie une gomme à crayon calmement. De toute façon, tu ne me dis généralement pas la vérité. Ethan m'a regardé brièvement, pris au dépourvu. Mais son ego l'a ensuite sauvé comme toujours. Eh bien, peut-être que l'honnêteté devient difficile quand la maison est hostile tout le temps. Voilà, l'inversion classique, la trahison transformée en victimisation. J'aurais pu argumenter des mois plus tôt. J'aurais pu me défendre, essayer désespérément de démêler la logique de la manipulation. Mais l'épuisement finit par se transformer en sagesse. Alors, au lieu de cela, j'ai simplement souri. Faiblement. Roule prudemment. Les mots le dérangèrent suffisamment pour qu'il parte sans autre commentaire. À 19h42 ce soir-là, Ethan a mis en ligne une photo sur Instagram. Un restaurant. De steak au centre-ville. Des verres de whisky en cristal. Des bougies. La main de Vanessa à peine visible à côté de la sienne. Négligent, arrogant, presque insultant. J'ai regardé l'image pendant quelques secondes, puis j'ai verrouillé
mon téléphone et je me suis levé lentement dans la cuisine qui avait autrefois été le centre de toute ma vie. Dehors, la neige tombait doucement dans la rue résidentielle sombre. À l'intérieur, j'ai finalement commencé à partir. Je m'étais préparé pendant des semaines. Le bail de l'appartement était déjà signé à mon seul nom, un modeste 2 pièces dans un quartier plus calme, plus proche de l'école de Sophie. Rien de luxueux, mais c'était propre, sûr et entièrement à moi. Les services publics avaient été transférés progressivement. Mes revenus d'indépendante avaient suffisamment augmenté pour couvrir les dépenses immédiates. Linda avait finalisé les dépôts légaux ce matin-là. Il ne restait plus qu'à exécuter. À 20h, Mélissa est arrivée dans son SUV, exactement comme prévu. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé doucement après être entrée. Aucune parole dramatique ne m'est venue à l'esprit, aucune rage cinématographique. Juste une étrange douleur dans la poitrine. « Oui », ai-je murmuré. « Je crois que oui. » Nous avons travaillé tranquillement pendant des heures. La moitié de mon placard a disparu. D'abord, des manteaux d'hiver, des chaussures, des robes, les morceaux de moi qu'Ethan avait cessé de remarquer des années auparavant. Puis sont arrivées les affaires de Sophie, soigneusement emballées pendant qu'elle dormait lors d'une fausse soirée pyjama chez Mélissa. Documents importants, sauvegarde de dossiers financiers, albums photos, bijoux. Hérité de ma mère, disques durs externes contenant chaque capture d'écran et relevé que Linda m'avait demandé de conserver. C'était étonnant de voir à quel point peu de choses d'une maison vous appartiennent réellement sur le plan émotionnel après que suffisamment de douleurs s'y soient accumulées. À 22h30, le vide était devenu visible. Pas dramatique, juste indéniable. Le côté gauche du placard est vidé comme une dent manquante. Les tiroirs de la salle de bain, partiellement vidés. L'absence subtile d'une femme se réappropriant tranquillement sa vie. J'ai parcouru la maison une dernière fois. Après. Le salon où Ethan s'endormait autrefois devant des films pendant que Sophie se blottissait contre lui, petite fille. L'îlot de cuisine où j'avais emballé les cadeaux de Noël jusqu'à minuit chaque décembre. Le couloir où je m'étais tenu une fois, l'écoutant rire de moi. Travers une porte-fenêtre tout en parlant à une autre femme. Les souvenirs persistaient partout. Mais étrangement, le chagrin n'y était plus. À 23h15, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai écrit la note à la main. Pas parce que les notes manuscrites sont dramatiques, mais parce que les emails peuvent être supprimés. L'encre est permanente. Ethan, pendant des années, tu as travaillé très dur pour me convaincre que j'étais faible, dépendante, et motivée. Incapable de survivre sans toi. Ce soir, tu vas enfin découvrir lequel de nous deux mentait. Je sais pour Vanessa. Je connais les comptes cachés. L'appartement, les dettes et l'argent que tu as utilisés pour financer ta liaison. Tout en prétendant que notre budget familial était serré. J'ai longtemps blâmé moi-même pour ce qui est arrivé à ce mariage. C'était mon erreur. Demain matin, votre avocat recevra des papiers de divorce officiels. Les conjoints ont déjà été légalement restreints sous conseil juridique. Des copies de tous les dossiers financiers ont été conservées. Le plus important. Sophie et moi sommes en sécurité. Ne me contacte pas ce soir à moins que cela ne concerne notre fille. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je choisis la paix plutôt que l'humiliation. Claire. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai placée au centre de la table de la salle à manger, sous la lumière du lustre. Puis j'ai laissé mon alliance à côté. Pas jetée dramatiquement, pas cachée. Simplement rendue. Mélissa a chargé la dernière boîte dans son coffre pendant que je me tenais dans l'allée, fixant la maison. Des flocons de neige tombaient silencieusement dans mes cheveux, fondant sur ma peau. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. J'ai réfléchi honnêtement à la question.
La réponse m'a surprise. Oui. Et je l'étais parce que la peur avait enfin changé de camp. Nous sommes partis un peu après 23h30. Je n'ai pas pleuré. Ni lorsque nous avons traversé le centre-ville de Nippeville, ni lorsque mon téléphone a vibré 2 fois avec des notifications insignifiantes, ni même lorsque j'ai réalisé que je ne dormirais plus jamais dans mon ancienne chambre. Ce que j'ai ressenti, à la place, était quelque chose de plus froid et plus stable. La liberté. À minuit 14, Ethan est rentré à la maison. Je connais l'heure exacte car plus tard, lors des procédures judiciaires, il a décrit toute la nuit. En détail douloureux. Il est entré par le garage, portant un reste de steak dans un sac en papier blanc. Il était légèrement ivre, irrité par une petite dispute avec Vanessa et s'attendait pleinement à une autre nuit ordinaire dans la vie qu'il croyait l'attendre toujours. Puis il est monté à l'étage et s'est arrêté. La moitié du placard était vide. Au début, il a apparemment cru que nous avions été cambriolés. Puis il a remarqué mes tiroirs de salle de bain. Puis la chambre de Sophie. Puis le silence. La vraie peur est arrivée lentement. Il est descendu en appelant mon nom, vérifiant les pièces une par une jusqu'à ce qu'il voie finalement la note posée sous la lumière du dîner. Il a lu le premier paragraphe une fois, puis une autre fois, et selon Ethan lui-même, c'est à ce moment précis que ses mains ont commencé à trembler. Non pas parce qu'il m'avait perdu. Pas encore, mais parce que pour la première fois, il comprenait quelque chose de bien plus terrifiant. J'avais cessé d'avoir besoin de lui. Et les hommes comme Ethan survivent rarement à cette prise de conscience avec grâce. Les appels téléphoniques ont commencé immédiatement après. Cet appel manquait en 14 minutes, puis des textos. Claire, où es-tu? C'est quoi ce bordel? Tu as pris. Sophie. Réponds-moi tout de suite. Puis finalement, s'il te plaît. Je regardais les messages depuis mon nouvel appartement tandis que la neige tombait doucement au-delà des fenêtres. Inconnu. Pendant 14 ans, Ethan avait contrôlé le climat émotionnel de notre mariage. Cette nuit-là, pour la première fois, il était seul au cœur de la tempête. Il y a un moment dans chaque relation qui s'effondre où la réalité dépasse enfin la performance. Pour Ethan, ce moment est arrivé 3 jours après mon départ. Jusque-là, il croyait encore pouvoir reprendre le contrôle par la seule force de sa personnalité. Cela avait toujours fonctionné auparavant, le charme quand c'était nécessaire, la colère quand le charme échouait, la culpabilité quand la colère devenait inefficace. Comme beaucoup de manipulateurs, Ethan supposait que toute crise émotionnelle était finalement négociable s'il insistait assez fort. Mais le divorce a une façon brutale de transformer les émotions en paperasse. Et la paperasse ne se soucie pas de qui élève la voix. Le lundi matin, Ethan a été officiellement signifié à son bureau au centre-ville de Chicago. Linda m'a dit plus tard que son expression avait changé à mi-chemin de la lecture des documents. Pas de rage au début, de la confusion, une véritable confusion. Car les gens comme Ethan n'imaginent jamais que les conséquences s'appliquent entièrement à eux. Ils croient que les conséquences sont des choses qui arrivent aux hommes plus faibles. À midi, il appelait sans arrêt à nouveau. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Certains étaient furieux. Claire, c'est insensé. Tu détruis la vie de Sophie parce que tu es émotive. Tu n'avais pas le droit de restreindre les comptes sans me prévenir. D'autres sonnaient effrayés d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous pouvons régler ça. S'il te plaît, rappelle-moi. Tu réagis de manière excessive. Cette dernière phrase m'a presque fait rire à voix haute. Réagir de manière excessive. Après des années d'infidélité, de tromperie financière, d'humiliation et de manipulation psychologique, ma décision de partir discrètement avec des
Documents légaux étaient apparemment la partie irrationnelle. L'esprit humain se protège avec une extraordinaire illusion. Pourtant, malgré tout, je n'ai jamais eu l'intention de détruire complètement Ethan. Cette distinction était très importante pour moi. Je n'étais pas intéressé par une vengeance qui empoisonnait des innocents aux côtés des coupables. Sophie aimait toujours son père. Quoi qu'Ethan soit devenu en tant que mari, il restait important pour elle émotionnellement. J'ai refusé de faire de notre fille un dommage collatéral de ma douleur. Alors, j'ai suivi attentivement les conseils de Linda. Pas de cris devant Sophie. Pas d'aliénation parentale. Pas d'humiliation sur les réseaux sociaux. Pas de scène vindicative, juste des limites. Des limites froides, légales, inébranlables. Ironiquement, ces limites ont déstabilisé Ethan plus efficacement que la rage. N'aurait jamais pu le faire, car la rage lui aurait permis de se sentir à nouveau puissant. Le calme l'obligeait à se retrouver seul, et Ethan détestait sa propre compagnie. Le délitement s'est accéléré rapidement après cela. En 2 semaines, Vanessa a presque entièrement disparu de sa vie. Je l'ai appris accidentellement. Lors d'une réunion de garde d'enfants, quand Ethan est arrivé, l'air épuisé, mal rasé et nettement plus vieux que dans mes souvenirs. La transformation me surprit plus que je ne l'attendais. Le stress avait creusé son visage. Sa confiance ne précédait plus son entrée dans les pièces. À un moment donné, en examinant les horaires scolaires de Sophie, il marmonna. Amèrement, Vanessa a bloqué mon numéro. J'ai levé les yeux lentement, non. Pas triomphalement, mais juste calmement. Que attendais-tu, ai-je demandé. Ethan a ri une fois, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour tout ce drame. Bien sûr qu'elle l'a fait. Les femmes comme Vanessa ne tombent jamais amoureuses des hommes mariés. Elles tombent amoureuses du fantasme que ces hommes leur achètent. Restaurant, attention, luxe, excitation, ego, validation. Mais une fois que les conséquences arrivent, le fantasme s'évapore rapidement. Apparemment, Ethan lui avait promis des voyages à Miami qui étaient maintenant impossibles, car plusieurs de ses comptes avaient été légalement examinés lors des procédures de divulgation financière. C'était un autre choc qui l'attendait. L'enquête de Linda a révélé bien plus de dettes cachées que je ne l'avais même soupçonné au départ. Ethan déplaçait de l'argent entre les comptes depuis des années, utilisant des bonus pour couvrir des obligations de crédit tout en maintenant l'apparence de réussite financière. L'aventure a considérablement accéléré les dégâts. Puis vinrent les conséquences professionnelles. L'un des comptes de dépenses d'entreprise d'Ethan a déclenché un audit interne après que des remboursements de divertissement irréguliers aient fait surface lors des revues trimestrielles, des dîners coûteux, des frais d'hôtel de luxe, des réunions avec des clients sans clients réels présents. Quelqu'un à l'entreprise a commencé à poser des questions. Techniquement, je n'ai jamais contacté directement l'employeur d'Ethan. Je n'en avais pas besoin. La vérité finit par s'imposer d'elle-même. Au début du printemps, Ethan a été placé en congé administratif temporaire en attendant l'enquête. La nouvelle s'est répandue discrètement d'abord dans notre cercle social, puis moins discrètement. Les communautés de banlieue prospèrent sur les apparences soignées, et les scandales impliquant des couples aisés se propagent à une vitesse étonnante sous les conversations polies dans les épiceries et les matchs de football. Les femmes qui enviaient autrefois mon mariage me regardaient soudain avec une sympathie inconfortable. Les hommes qui jouaient au golf avec Ethan cessaient d'établir un contact visuel lors des événements scolaires. Pendant des années, Ethan a contrôlé le récit de notre mariage. Maintenant, il ne pouvait plus contrôler aucun récit. Et étrangement, assister à son effondrement ne procurait pas la satisfaction que j'avais autrefois imaginé que la vengeance pourrait procurer. C'était triste. Non pas parce qu'il ne méritait pas de conséquences, il les méritait absolument.
Mais parce que quelque part, sous toute l'arrogance et la trahison, je pouvais encore voir l'homme que j'avais épousé des années auparavant, ambitieux, drôle, charmant, insécure d'une manière qu'aucun de nous ne comprenait à l'époque. Ethan n'est pas devenu monstrueux du jour au lendemain. Il y a glissé. Progressivement, par l'entitlement, l'ego, la malhonnêteté et la dangereuse croyance que l'amour garantissait un pardon permanent. La plupart des gens ne détruisent pas leur vie par une décision dramatique. Ils la détruisent lentement par de petites permissions répétées. Pendant ce temps, ma propre vie devenait étonnamment paisible. L'appartement commençait à ressembler à un foyer. Sophie s'adaptait plus vite que je ne l'avais craint, en grande partie parce que les enfants remarquent l'attention bien avant que les adultes n'admettent qu'elle existe. Un soir, alors que nous préparions des pâtes ensemble, elle m'a regardé et a dit quelque chose qui a failli me briser le cœur. Tu souris plus maintenant. Je me suis détourné un instant sous le prétexte de vérifier l'eau bouillante. Car je ne pouvais soudainement plus faire confiance à mon visage. Les enfants savent toujours. Mon travail indépendant s'est également développé régulièrement. Une petite start-up du secteur de la santé m'a proposé un contrat de marketing à long terme. Et pour la première fois depuis plus d'une décennie, je me sentais à nouveau vivante professionnellement. J'ai acheté des meubles qu'Ethan aurait détestés, des fauteuils d'appoint bleu doux, des œuvres d'art abstraites, des luminaires dorés, et j'ai découvert à quel point il est apaisant de construire des espaces que personne d'autre ne contrôle. Puis, en avril, Ethan a demandé à me rencontrer en privé. Pas d'avocat. A-t-il dit au téléphone, s'il te plaît. Contre l'avis de Linda, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de la Riverwalk, un après-midi gris, imbibé de pluie printanière. Ethan est arrivé en avance. Quand je suis entré, il s'est levé instinctivement comme il le faisait il y a des années, avant que le ressentiment n'empoisonne tout entre nous. Pendant un instant, le voir là-bas remua quelque chose de dangereux en moi. Un souvenir? Puis il parla. Et la réalité revint. J'ai tout gâché, dit-il. Immédiatement. Pas dramatiquement, pas manipulativement, juste fatigué. Je m'assis en face de lui, prudemment. Oui, répondis-je. Ethan se frotta les deux mains sur le visage avant de continuer. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger les choses avant que tu ne partes vraiment. Son rire sonnait creux. Je n'avais pas réalisé que tu étais déjà parti. Moi. Non plus, honnêtement. Il paraissait plus mince maintenant, diminué en quelque sorte, comme si la perte de contrôle l'avait physiquement réduit. Je sais que dire pardon ne suffit pas. Non, acquiesçai-je doucement. Ça ne suffit pas. La pluie pressait doucement contre les fenêtres du café tandis qu'un silence s'installait entre nous. Des années auparavant, je me serais précipité pour le réconforter dans ce silence inconfortable. Maintenant, je le laissais simplement exister. Finalement, Ethan me regarda directement. Tu sais ce qui est le pire? Je ne dis rien. Ton départ m'a fait réaliser à quel point les choses étaient devenues horribles. Sa voix baissa. J'ai passé des années à agir comme si tu avais de la chance de m'avoir, alors que tu étais la seule personne à me protéger de moi-même. La phrase a eu un impact plus fort que prévu. Parce que c'était vrai. Pendant des années, j'ai géré les conséquences émotionnelles du comportement d'Ethan. Avant que le monde ne les voie. J'ai adouci ses angles vifs, excusé son tempérament, absorbé son égoïsme en privé afin qu'il puisse rester admiré publiquement. Une fois que j'ai cessé de le faire, sa vie s'est effondrée de façon effrayante et rapide. Les yeux d'Ethan se mouillèrent soudain, bien qu'il clignât des yeux avec force. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes, murmura-t-il. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai détruit. Et pour
La première fois depuis le début de tout cela, je le crus. Pas assez pour sauver le mariage, mais assez pour ressentir quelque chose d'inattendu. La paix. 1 an après avoir quitté mon mariage, je me tenais dans un auditorium. Bondé de collège, une tasse de café faible à la main, tandis que les parents cherchaient des sièges sous des lumières fluorescentes et des bannières pliantes, sur lesquelles on pouvait lire « Vitrine des arts de printemps ». Sophie était en coulisses, répétant avec la chorale. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ma vie semblait ordinaire, de la manière la plus saine possible. Pas parfait, pas cinématographique, juste paisible. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tôt, selon des termes que Linda a ensuite décrits comme étonnamment civilisés, compte tenu de tout ce qui était impliqué. Ethan a finalement cessé de se battre pour l'argent une fois que l'ampleur de sa situation financière est devenue impossible à nier. La maison a été vendue peu de temps après. Les bénéfices ont été équitablement partagés, les dettes ont été légalement réglées, et nous avons tous les deux considérablement réduit notre train de vie. C'est drôle de voir à quelle vitesse les apparences disparaissent quand personne ne les finance plus par le déni. Ethan a déménagé dans un appartement plus petit près de Liselle. Je suis resté dans l'appartement avec Sophie, même si, à ce moment-là, il ne me semblait plus temporaire. C'était gagné. Le plus difficile dans la reconstruction d'une vie, ce n'est pas l'argent ou la logistique. C'est l'identité. Pendant si longtemps, je m'étais défini par le service, épouse, mère, soutien émotionnel, pacificatrice. Une fois que ces rôles ont cessé de consumer chaque recoin de mon existence, j'ai été confronté à une question effrayante. Qui étais-je sans que quelqu'un d'autre ait constamment besoin de moi? La réponse est arrivée lentement. J'étais une femme qui aimait les samedis matins calmer le café fort avec trop de crème. Une femme qui appréciait réellement les réunions stratégiques et les campagnes de branding. Une femme qui riait plus facilement une fois qu'elle avait cessé de surveiller l'humeur d'une autre personne à chaque heure de la journée. Une femme qui avait survécu à l'humiliation sans devenir cruelle. Cette partie importait le plus, car l'amertume est séduisante après la trahison. Il y a eu des nuits, pendant la séparation, où j'ai voulu tout exposer. Publiquement, chaque mensonge, chaque reçu d'aventure, chaque conversation manipulatrice. Je voulais que les gens voient Ethan exactement comme je l'avais vu, au pire de lui-même. Mais la vengeance bâtit entièrement sur la destruction finit par détruire aussi la personne qui la porte. Alors, j'ai choisi des limites. J'ai recherché l'équité. J'ai protégé ma fille. Et j'ai laissé les conséquences arriver naturellement. Au final, cela a blessé Ethan bien plus profondément que l'humiliation publique n'aurait pu le faire. Sa carrière ne s'est jamais complètement remise après l'enquête dans son entreprise. Bien qu'aucune faute criminelle n'ait été constatée, l'audit a révélé suffisamment de manipulation de dépenses contraires à l'éthique pour nuire de façon permanente à sa réputation au sein de la communauté immobilière commerciale. Il a finalement trouvé un autre poste dans une plus petite entreprise, mais le prestige qu'il idolâtrait autrefois a disparu presque du jour au lendemain. Plus important encore, l'illusion qui l'entourait a également disparu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, les gens ont vu Ethan sans vernis. Et, étrangement, cela l'a peut-être sauvé. La thérapie l'a changé lentement, pas par magie, pas complètement, mais sincèrement. Au début, j'ai résisté à le croire, car la responsabilité après les conséquences peut parfois ressembler à une performance. Mais avec le temps, des choses subtiles ont changé. Il a cessé de blâmer les autres par réflexe. Il est devenu plus patient avec Sophie. Il s'est excusé sans y attacher d'excuses après. Un après-midi, lors d'un échange de garde, Sophie est montée à l'étage pour prendre des partitions oubliées, nous laissant Ethan et moi maladroitement devant la porte de mon appartement, tandis qu'un vent froid balayait le parking.
Il a regardé l'appartement en silence. Tu as rendu cet endroit chaleureux, a-t-il dit. Merci. Un autre silence a suivi. Puis il m'a surprise. Je pensais que être respecté signifiait être admiré, a-t-il admis. L'argent? Les titres, l'attention, tout ça. J'ai croisé les bras contre le froid. Et maintenant? Ethan a baissé les yeux brièvement avant de répondre. Maintenant, je pense que le respect, c'est la douceur avec laquelle les gens parlent de toi après avoir finalement vu les pires facettes de ta personne. Cette phrase est restée avec moi pendant des jours, car autrefois, je l'aurais détruit verbalement si j'en avais eu la chance. Je portais assez de preuves. Assez de colère, assez d'humiliation pour justifier presque toutes les vengeances imaginables. Mais il y a une différence entre la justice et la cruauté. La justice rétablit l'équilibre. La cruauté jouit de la souffrance. Je n'ai jamais voulu que Sophie grandisse en voyant ses parents s'empoisonner mutuellement pour toujours. Alors, lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose de nouveau, pas de la romance. Cette partie était définitivement terminée. Mais l'honnêteté, la coparentalité est devenue plus facile une fois qu'Ethan a cessé de traiter chaque interaction comme une négociation de contrôle. Parfois, nous rions même à nouveau, mais différemment maintenant, comme des survivants de la même catastrophe, se souvenant de qui ils étaient avant l'incendie. Et d'une étrange manière, nous sommes tous deux devenus de meilleurs parents après la fin du mariage. Les lumières de l'auditorium se sont subitement tamisées, me ramenant au présent. Les parents se sont tus tandis que les élèves commençaient à monter sur scène, vêtus d'uniformes de concert noirs. D'expressions nerveuses. Quelques rangées plus loin, Ethan entra discrètement par l'allée latérale. Nos regards se croisèrent brièvement. Puis, naturellement, il s'assit à côté de moi. Pas de tension, pas de performance, juste deux personnes qui avaient enfin épuisé leur capacité à faire semblant. Sophie nous aperçut des estradés. Sourit immédiatement, un vrai sourire, détendu et lumineux, comme je ne l'avais pas vu pendant les dernières années de notre mariage. Cela seul rendait chaque décision douloureuse digne d'être prise. Alors que la chorale commençait à chanter, Ethan se pencha légèrement vers moi et parla assez doucement pour que seul je puisse l'entendre. Je pense encore à cette note. Parfois. J'ai regardé vers la scène. Moi aussi. Il hocha faiblement la tête. Quand je suis entré dans cette maison cette nuit-là, sa voix se serra légèrement. Honnêtement, je pensais que te perdre était la pire chose qui pouvait m'arriver. Je suis restée silencieuse. Puis il a esquissé un petit sourire fatigué. Il s'avère que devenir le genre d'homme qui pourrait te perdre était pire. Pendant un instant, l'émotion m'a prise à la gorge de façon inattendue. Non pas parce que notre mariage me manquait, ce n'était pas le cas. Mais parce que la croissance, la vraie croissance, est douloureusement rare chez les gens, la plupart passent leur vie à répéter les mêmes schémas en blâmant différentes victimes. Ethan a enfin cessé de le faire. Et peut-être que c'était la vengeance la plus significative de toutes, non pas le voir souffrir, mais le voir comprendre. La dernière note de la chorale résonna dans l'auditorium tandis que les parents éclataient en applaudissements autour de nous. Sophie chercha immédiatement la foule, les yeux brillants sous les lumières vives de la scène, et agita les deux mains avec enthousiasme quand elle nous trouva assis là ensemble, en sécurité. Plus âgés, plus sages, humains de nouveau. Plus tard ce soir-là, après la fin du spectacle et que Sophie se soit endormie sur la banquette arrière pendant le trajet de retour, je l'ai portée délicatement à l'étage pour la coucher. Puis je me suis tenu seul près de la fenêtre de l'appartement, surplombant les rues de banlieue calmes, éclairées par les réverbères ambrés. 1 an plus tôt, j'avais quitté une autre maison, transportant des cartons et un chagrin immense, convaincu que ma vie prenait fin. En réalité, elle avait enfin commencé. Car la nuit où Ethan a trouvé la moitié de mon placard vide,
il a cru perdre une femme. Ce qu'il a réellement perdu. C'est la seule personne qui avait passé des années à le protéger des conséquences de devenir lui-même. Et ce que j'ai trouvé après était quelque chose d'infiniment plus précieux que la vengeance. J'ai retrouvé mon propre reflet. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, si vous êtes resté trop longtemps dans une relation qui a lentement effacé des morceaux de qui vous étiez, souvenez-vous de ceci. L'amour ne devrait jamais vous demander d'abandonner votre dignité pour maintenir la paix. Parfois, partir n'est pas de la cruauté. Parfois, c'est le premier acte honnête de respect de soi. Et si vous avez aimé cette histoire, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous pour plus d'histoires profondément émouvantes sur l'amour, la trahison, la guérison et les secondes chances.